L'émission est sponsorisée par les cabinets d'avocats Nelson et Murdoch, Jennifer Walters ou encore Saul Goodman. Si vous avez perdu le contrôle de vos nerfs hier soir et tiré à l'arme à feu sur un groupe qui prétendait fêter la musique en massacrant Wonderwall d'Oasis, appelez-les et ils vous aideront à faire passer ça pour de la légitime défense. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 354e JT Comics. On a eu le classement des prénoms les plus donnés en France en 2021, en deuxième il y a Léo, en troisième il y a Raphaël. Allez, les Français un petit peu de courage l'année prochaine, je veux du Michel-Ange et du Donatello en quatrième et en cinquième position, et si vraiment on veut être perfectionniste, si on veut se blinder la carapace, du Franklin en sixième position. En attendant, il est temps pour nous de passer au classement des news de la semaine. Le cirque, c'est la news insolite de la semaine, ça coûte $50. On7 Cinéma organise des projections de films dans les lieux où ils ont été tournés, et du coup moi j'ai de plus en plus l'impression d'aller voir tous mes films à la fistinière, puisque le dernier Doctor Strange m'a coûté près de 30 balles, un peu plus même, puisque j'ai eu le malheur de vouloir le voir en IMAX et la faiblesse d'aimer un petit peu trop les pop-corn, et en même temps ça me ferait chier de le voir dans une pièce qui est entourée de 4 fonds verts aussi. Bon là ça va être le second opus de Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight, qui sera projeté à Chicago, dans le bâtiment, le penthouse de Bruce Wayne, où il accueille la levée de fonds, le gala de charité en l'honneur de la campagne d'Harvey Dent, et qu'il organise en plus, malgré lui, un petit intermède cirque avec la venue du plus grand clown de Gotham City, le Joker. Les spectateurs sont encouragés à venir déguisés, il y aura une visite des lieux, il y aura du popcorn, des boissons, un pop-up store plein de comics, et évidemment la projection du film, de quoi passer une bonne soirée. Choquant. Vous regardez peut-être la saison 3 de The Boys et vous savez à quel point ils vont loin dans l'outrance. Donc on sait d'ailleurs qu'Amazon leur laisse une quasi carte blanche pour adapter ce comic book que je vous conseille de lire, de Darick Robertson et de Garth Ennis. Et on a appris que dans la saison 1 par exemple, ils avaient refusé une seule scène, ils avaient mis un veto, la scène où Homelander prenait le monde pour une tirelire de banque à sperme, où il se caressait du haut d'un immeuble un lundi matin. Et puis après, l'argent a parlé avec le succès de la série, et bien cette scène avait d'ailleurs été incluse dans la saison 2, et là on apprend, tenez-vous bien, attention, mini spoiler sur la saison 3, donc je vous laisse le temps de mettre pause ou de basculer sur le chapitre d'après dans la barre de défilement, mais on apprend qu'avec ce début de saison où on voit un termite se balader dans une gueule de bois, on voit Huey se la jouer en mode Injustice et prendre littéralement le cœur d'un de ses ennemis, on voit aussi le Homelander et sa vaginette qui sent un petit peu le cramé, et bien avec tout ça, la seule fois où Amazon a un petit peu tiqué, où ils ont laissé une note, c'était pour la relation entre The Deep et le poulpe, alors que franchement c'est peut-être ce qu'il y a de plus mignon dans la série pour l'instant, et encore c'était pas pour le censurer, c'était juste pour ajouter un avertissement aux spectateurs en début d'épisode. Ceux qui ont mis un véritable veto à The Boys par contre, c'est Twitter qui a apparemment refusé cet emoji de super aubergine. Tant pis, moi il me tarde juste que ça soit repris par un graphiste un petit peu feignant pour une campagne gouvernementale manger bouger, si en plus c'est Benjamin Griveaux qui la lance, ça prend tout son sens. Et en parlant de dinguerie, si la Warner Bros avait un visage humain, eh bien on pourrait projeter des films en IMAX sur son front, tellement ils passent leur temps à se le taper comme ça, avec tous les scandales et tout le délitement de l'univers étendu d'ici, après Amber Heard qui a majoritairement perdu son procès contre Johnny Depp, qu'il attaquait pour diffamation, et qui risque d'être quasiment intégralement retiré du film Aquaman. Eh bien je vois très très mal comment il pourrait garder un acteur comme Ezra Miller qui ne cesse de faire parler de lui, d'elle, enfin il est non-binaire. Il agresse des fans, il agresse des gens dans des bars, il est accusé d'avoir volé de la musique à des artistes, et pire, il est accusé d'influence néfaste et de prédation sur une enfant de 12 ans jusqu'à ses 17-18 ans. Il aurait filé du LSD, de l'alcool. L'acteur semble quand même souffrir de troubles du comportement. C'est les équipes de tournage de The Flash qui disent que l'acteur souffrait de nombreuses crises, attention, non violentes, mais quand même récurrentes pendant le tournage du film. Et là, donc, il va être convoqué au tribunal, et aux États-Unis vous devez vous faire servir la convocation si vous voulez. Impossible de l'attraper, il est dans son personnage, il court, il bouge tellement, et il met des stories Instagram sur un compte qu'il a depuis effacé pour se moquer un petit peu de l'autorité. Ça pourrait presque être marrant s'il s'agissait pas d'une adolescente, entre les nombreux retards accumulés pour le film, ça doit être un désastre budgétaire, et puis le comportement sulfureux de l'acteur. Je pense que la Warner est à deux doigts de lancer un vieux programme de deepfake et de coller la gueule de Jonathan Cohen à la place de celle d'Ezra Miller, vu qu'il est partout au moins. Et en plus, il pourrait renommer le film Batman Blue, puisqu'il y aura au moins deux Batman dans ce film, le Batfleck et le Michael Keaton, qui apparemment aurait un costume bleu dans sa garde-robe. Wonder Man.
L'univers cinématographique Marvel est une entreprise remarquable, souvenez-vous, on est au milieu des années 90, la bulle spéculative des comics vient d'exploser et la seule solution pour sauver Marvel Comics de la faillite, c'est de vendre des propriétés intellectuelles à des studios de cinéma, hein, sauf que c'est au plus offrant et forcément c'est un petit peu comme quand vous proposez à un enfant d'acheter soit un Vuvuzela soit un iPad. Si c'est pas un psychopathe, il va choisir directement l'iPad, hein, et c'est comme ça que les meilleures propriétés intellectuelles sont parties, hein, notamment à la Fox et à d'autres studios, hein, Spider-Man, Hulk, les X-Men ou encore Blade qui aurait rapporté 70 millions de dollars et Marvel n'aurait touché que 25 000 pauvres petits dollars. Et là ils se sont sentis comme les créateurs dont ils exploitent actuellement le travail sans aucune vergogne, un petit peu baisés. Ils ont donc décidé de monter leur propre univers cinématographique avec les personnages qui leur restaient et pas forcément les plus populaires, hein, puisque c'était quand même un pari de faire, hein, du premier film du nouveau Marvel Cinematic Universe Iron Man, qui était vraiment peu populaire, avec un réalisateur plutôt jeune et assez indépendant, Jon Favreau, et puis avec un acteur dont la carrière était très controversée, hein, et qui à une époque aurait pu faire simplement des pubs pour Dyson, hein, s'il avait accepté de jouer avec le pif. Bâtir un univers cinématographique sur ça, c'est quand même être le 2 du mois et miser tout son salaire sur un double poney hémiplégique au PMU, alors qu'il est en face de l'étalon italien Rocco, hein, qui arrive à taper des pointes à 90 km/h avec l'aide évidemment de sa 5e patte. Et pourtant ça a marché, hein, et Marvel Comics, Marvel Studios a quand même fini par récolter le fruit du travail de tous ses créateurs, et donc c'est pas étonnant que pour la phase 4, peut-être la phase 5, on nous promette l'introduction d'un tout nouveau personnage, celui de Wonder Man, Simon Williams, co-créé par Stan Lee, Don Heck et Jack Kirby. Ça permettrait de mettre en lumière ce héros qui n'est pas forcément impopulaire, mais dont beaucoup de créateurs ne savent pas quoi faire en raison de sa surpuissance, hein, on va dire, si on fait des gros raccourcis, que c'est un peu le Superman de chez Marvel, hein. Vous allez me dire, oui, il y a Sentry aussi, vous avez raison, lisez du Sentry. Ce qui est le plus intéressant chez Simon Williams, c'est sa personnalité, son ego un petit peu surdimensionné, hein, à savoir qu'il est, en parallèle d'être un super-héros, un cascadeur, un acteur de film, une vraie célébrité. C'est un des Vengeurs de la 2e heure, on va dire, et surtout, il a eu sa petite période revancharde, hein, où il dirigeait les Revengers, et se rebeller contre les Vengeurs, ça n'a pas duré très longtemps, il est re-rentré dans le rang et je crois que ça fait 2-3 ans qu'on l'a pas vu depuis l'event Empire. James Gunn nous avait promis Nathan Fillon pour incarner ce personnage dans une scène qui a été coupée depuis. L'acteur a tout de même doublé le personnage dans la série animée MODOK, et là on ne sait pas si ça sera lui dans cette série Disney Plus ou pas. J'espère qu'ils le laisseront tout seul, puisque c'est tout seul qu'il peut être au top de sa forme, hein, pas forcément mélangé à Wanda, à Vision, qu'il a affronté d'ailleurs dans les comics. Les rumeurs disent que Marvel Studios se servirait du personnage pour faire une satire d'Hollywood, et ça fait un petit peu peur, hein, puisqu'on sait qu'ils sont un petit peu plus prudents qu'Amazon et justement la série The Boys, où là, hein, la satire d'Hollywood avec The Legend ou même avec The Télé 7 est totale et on ne pourra pas trop rivaliser avec ça. Alors la vraie question qui se pose, c'est est-ce que Marvel va vraiment lui donner ses super pouvoirs ioniques et faire de lui le personnage le plus puissant jamais vu dans le MCU jusqu'à présent, ou bien est-ce que ça va juste être un connard qui se balade, hein, dans les boîtes d'accessoires et qui trouve un artefact ultra magique, genre la queue de cheval de Johnny Depp qu'il a porté pendant tout son procès. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. La BD numérique est déjà l'avenir de la BD, comme tous les Eldorado. Eh ben, c'est comme dans le slibard de Wolverine, c'est une véritable jungle avec des conditions de travail assez inégales entre les auteurs, entre ceux qui aspirent à en vivre, ceux qui en vivent déjà. On sait par exemple qu'une plateforme comme Substack, qui s'est mis un petit peu sur le tard, donne une avance sur droit à certains auteurs qu'ils débauchent de grandes maisons d'édition, alors que d'autres n'en ont pas et rêvent d'en avoir. C'est un milieu où chassent les éditeurs, certains webtoons étant imprimés au format papier, où chassent même les studios de cinéma, avec Netflix qui adapte certains webtoons également. Et pour parler justement de l'application qui est leader du marché, Webtoons Line, hein, l'application coréenne qui se targue d'avoir et qui a 76 millions d'utilisateurs actifs, de lecteurs par mois, hein, 75% d'entre eux étant des millennials, hein, donc de la génération Z, née entre 97 et 2000 et des poussières. Et donc quand on incarne à ce point le nouveau choix de lecture de toute une nouvelle génération qui est amenée à continuer à lire et lire, eh bien on pourrait croire qu'on a du respect pour les œuvres qu'on permet aux auteurs de publier, et en fait non, on réalise, hein, qu'ils ont autant de respect pour leurs œuvres que Bill Clinton avait du respect et pour sa femme et pour la robe de Monica Lewinsky, hein, puisque dans une pub, dans un métro de Chicago, ils font la pub, hein, donc des comics, et ils disent les comics sont le petit boulot marrant de la littérature. Mais que les publicitaires cocaïnés qui ont trouvé cette formule se félicitent en sautant en bombe le cul à l'air, hein, sur un sapin parisien de la place Vendôme. On en revient à ce vieux débat sur la qualité littéraire des comics, hein. Est-ce que les comics méritent autant de mépris? Moi je ne pense pas, je pensais que c'était totalement
réglé, hein, comme le coup est-ce que la Terre est plate ou est-ce que Superman a besoin de porter un gilet pare-balles, hein, je pensais que c'était fait. J'ai même pas envie d'y revenir d'ailleurs, hein, sinon je pourrais ressortir des études qui prouvent que les comics étant un savant mélange d'images et de textes, eh bien c'est plus dur intellectuellement à lire que simplement de la prose, ce qui n'enlève absolument rien au grand chef-d'œuvre de la prose, attention. Puis sinon c'est quand même un manque de respect flagrant et absolu à tous les créateurs qui usent leur vie à temps plein pour nous raconter les histoires qu'on aime beaucoup lire et de façon gratuite, hein, pour la plupart des webtoons, même si apparemment il y a des abonnements payants sur certains sites. Et j'aimerais vraiment qu'on pense à ces créateurs qui sont très rarement rémunérés à la juste valeur de leur investissement. Alors évidemment, après le tollé, Webtoons s'est excusé avec des formules aussi creuses que la première, hein, nous vivons et nous respirons comics, hein, encore des violents, il me tarde qu'ils publient chez eux la biographie d'André Rieu. Le simple fait que ça a été dit et que ça a été approuvé, ça en dit long et je trouve ça très dommage. Les muses. Et dans l'actu purement comics, Marvel se la joue Point Break et vient surfer sur la popularité redorée des Midnight Suns, hein, Midnight Suns, si jamais on prend en compte le jeu vidéo qui justement vient redonner de la visibilité à cette équipe complètement oubliée de chez Marvel, sauf par les fans. Midnight Suns, c'était la réponse de Marvel à Spawn, hein, en 1992, hein, il fallait pas que les enfants manquent de chaînes et de trucs un petit peu gore, hein, sinon ils allaient tous aller à la fistinière. Donc on a Howard Mackie, Joe et Andy Kubert, hein, qui élaborent cette nouvelle équipe, mi-brutale, mi-ésotérique, mi-surnaturelle, hein, qui réunit les Ghost Rider, Johnny Blaze et Danny Ketch, qui réunit Blade des Night Stalkers, qui réunit Morbius le vampire, un petit peu de Doctor Strange également. Tout ça pour lutter contre le retour du démon Lilith, hein, et donc là on apprend Keaton Sachs et Luigi Zagaria vont faire revenir cette équipe avec un nouveau casting, un petit peu plus proche de celui du jeu vidéo, quoique, hein, puisqu'on aura Wolverine évidemment pour attirer plus de lecteurs dans ses petites griffes puissantes, hein, il y aura aussi le Ghost Rider version Kushala, Blade, Zoé Lavo de la Strange Academy ou encore Magic et Nico Minoru des Runaways, hein, tout ça pour lutter contre une prophétie qui menace la Terre comme jamais, apparemment on ne parle même pas de la K-pop. Grâce à Mickey, Marvel peut encore se la jouer Pac-Man et avaler toujours plus de licences, à peine ont-ils perdu la licence de Conan le Barbare qui se rabat chez Titan Comics qu'ils gagnent, hein, la licence Planet of the Apes avec laquelle ils ont déjà eu une petite relation en 1974 notamment, hein, avec Doug Moench et divers dessinateurs qui dessinaient déjà un comics adapté du film. Donc à quand un featuring entre César et Hitmonkey ou un Deadpool qui s'amuse à aller enterrer des statues de la liberté, hein, devant toutes les personnes qui font des siestes un petit peu longues pour les faire flipper. En attendant, le teaser est signé Salvador Papier Calque Larocca, hein. Et puis alors Philip Kennedy Johnson est en train d'achever sa saga qui a exilé Superman dans l'espace, à un mi-chemin entre John Carter et Gladiator, qui fait plaisir à tous les fans de torse un petit peu rutilants comme ça. On vous juge pas mais on vous voit. Bien, le temps des vacances un petit peu spartiates est terminé, puisqu'après un one-shot qui va s'appeler Warlord Apocalypse, Kal-El revient sur Terre et son retour se fera à la fois dans Action Comics mais aussi avec un crossover dans le titre Superman Son of Kal-El, donc il va un petit peu prendre des nouvelles de son fils, c'est pas plus mal, hein, la DAS dirait que c'est bien même, et ça sera évidemment orchestré par Tom Taylor qui malheureusement a dû quitter Twitter cette semaine, hein, en raison des gens qui ne supportent pas que le fils d'un alien puisse aimer autre chose que les vagins et le fascisme. Et puis dans le reste de l'actu, l'équipe à qui on doit l'excellent titre Birthright se reforme, Andrei Tudubane-Bressan, Joshua Williamson, Lucas aux couleurs vont nous raconter Dark Ride, hein, l'histoire d'un parc d'attractions où l'horreur n'est pas apparemment que dans le train fantôme mais aussi en coulisses, un petit peu comme s'il y avait un type qui s'amusait à filer des laxatifs à la cafette d'Aqua Boulevard. Et puis enfin, 3 ans après l'affaire Warren Ellis, où on apprenait que le scénariste se servait de sa popularité, de son influence, hein, notamment de celle de son forum, hein, dans les années 2000, qui était un haut lieu de l'industrie des comics, pour s'adonner à la prédation de jeunes femmes, des créatrices, des fans, hein, et c'est allé très loin puisqu'il y a plusieurs dizaines d'entre elles qui l'accusent de comportements déviants. Après une période de contrition où il s'est excusé, puis il a accepté de travailler avec ce groupe de femmes, hein, So Many of Us, dans une justice plutôt réparatrice, hein. Le but c'était pas de le cancel comme on dit, de l'annuler, mais le but c'était vraiment de mettre l'industrie face aux problèmes de prédateurs et aux problèmes de toxicité de celle-ci. Les comics c'est assez chelou. Et bien il va revenir aux comics avec d'anciens collègues à lui, donc on sait pas ce qu'il fera, mais ça aura fait 3 ans sans lui depuis le dernier épisode de Batman Grave. Tim Sale. Et puis on finit par une triste nouvelle puisque l'artiste Tim Sale nous a quittés à l'âge de 66 ans. Alors lui il avait étudié auprès
de John Buscema notamment, hein. Il avait commencé chez Warp Comics avec de la fantasy, puis chez Comico il travaillait avec Matt Wagner sur son univers intitulé Grendel. Il se fait ensuite remarquer par les Big Two, par Marvel, par DC, tout d'abord chez ces derniers où il est associé très rapidement à Jeff Lobb, le scénariste avec lequel il produira ses plus belles œuvres. On pense évidemment à Batman on Halloween qui a servi d'inspiration au dernier Batman de Matt Reeves. On pense aussi à Superman for All Seasons, au Daredevil Yellow, Hulk Grey, on pense aussi au Spider-Man Blue. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs et il va nous manquer. Moi je vous avoue que je commence à en avoir marre de faire des nécrologies d'artistes comics en 2022 alors qu'on est à peine fin juin, hein, mais bon, c'est comme ça. Tim Sale, il était surtout passionnant en interview également, hein, où il avait un franc-parler, hein, comme la fois où il raconte comment il a failli être viré du titre Superman chez DC parce que lui il voulait faire un Superman qui ressemblait vraiment à un garçon de ferme, pas un bodybuilder, donc avec cette masse que vous voyez là, et DC trouvait que ça lui faisait un petit air bené, donc il a été sauvé par Carello, son éditeur, hein, et son ami proche, hein. Et puis alors, si vous voulez vraiment entendre, et c'est très rare, quelqu'un avec un aussi franc-parler, hein, c'était un des rares à dire du mal vite fait, hein, de Karen Berger, l'éditrice, l'une des plus grosses architectes du label Vertigo chez DC. Il ne l'a jamais trop appréciée puisqu'il dit, hein, selon lui, qu'elle n'a commencé à lui parler que lorsqu'il avait du succès et pas avant, hein, et puis qu'elle était un petit peu trop omnibulée par les créateurs britanniques, hein, qui lui ont bien rendu ceci dit. Je te dis ça au calme alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui oseraient critiquer une Karen Berger, et donc moi je vais relire de lui, et si je devais en relire qu'un, je vais relire Spider-Man Blue parce que c'est un de mes préférés, et puis que ça traite justement du deuil, mais lisez n'importe quel titre de Tim Sale, hein, pour qu'il vive encore plus longtemps, au moins dans nos cœurs de lecteurs, hein. Merci pour tout. Lisez, hein, malheureusement cette semaine, à part un petit peu de X-Men, hein, j'ai rien lu qui vaille le coup d'être mentionné ici. Je voulais absolument lire la suite du Punisher d'Aaron, de Saiz et d'Azaceta, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur, hein, je vais le faire, hein, mais j'ai un petit peu peur d'où ça va, de la direction que ça prend, hein, et de la façon dont il vient chambouler le personnage du Punisher, qui ne va pas trop à moi. On verra la semaine prochaine. En attendant, je compte sur vous pour me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, et je vous remercie, malgré la chaleur, d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça me touche droit au cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous. Sur les réseaux sociaux où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté totale, hein, depuis presque 7 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, hein, lisez, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Moi il me tarde de voir tous les fan clips de tubes de métal entièrement réalisés avec des images de Gore le massacreur de Dieu. Je suis sûr que même du Mylène Farmer ça passerait bien avec lui.